44. C'est un nombre que vous n'avez probablement jamais entendu. Mais ce nombre va définir les prochains mois sur les marchés des métaux précieux. 44 entreprises. C'est tout ce que Pékin a autorisé à exporter de l'argent métal vers le reste du monde. 44 entreprises pour approvisionner la planète entière. Et pendant que vous regardez cette vidéo, l'argent vient d'atteindre un niveau qu'il n'avait pas touché depuis 40 ans. Plus de 110 $ l'once, un record historique. Mais ce n'est pas le record qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qui se passe en coulisses, ce qui se passe là où personne ne regarde. Parce que le mouvement que vous avez vu sur les graphiques cette semaine n'est pas un accident. Ce n'est pas de la spéculation. Ce n'est pas une bulle. C'est le résultat de 5 années de déficit structurel qui arrivent à leur point de rupture. Laissez-moi vous montrer ce que les médias financiers n'expliquent pas. Le 1er janvier 2026, la Chine a changé les règles du jeu. Le ministère du Commerce chinois a imposé un nouveau système de licence pour les exportations d'argent. Avant cette date, n'importe quelle entreprise chinoise pouvait exporter de l'argent vers Londres, vers New York, vers n'importe où dans le monde. Maintenant, seules les entreprises approuvées par l'État peuvent le faire. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur qui déterminera si ce mouvement continue ou s'effondre. Je l'ai documenté dans la recherche financière. Lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer pourquoi la Chine fait cela maintenant. Pour obtenir cette approbation d'exportation, il faut produire au moins 80 tonnes d'argent par an. Il faut avoir un historique d'exportation entre 2022 et 2024. Il faut des certifications environnementales. Il faut une ligne de crédit de plus de 30 millions de $. Le résultat est brutal. Des centaines d'exportateurs moyens et petits ont été exclus du marché, du jour au lendemain. La Chine contrôle entre 60 et 70% de la capacité mondiale de raffinage d'argent. Selon la London Bullion Market Association, le pays abrite 27 raffineries accréditées. Le Japon, en deuxième position, n'en a que 13. Quand la Chine restreint ses exportations d'argent, elle ne prive pas le monde d'un métal ordinaire, elle prive le monde d'un métal stratégique. Un métal classé comme minéral critique par le département de l'Intérieur américain en novembre dernier. Un métal essentiel pour les panneaux solaires, pour les véhicules électriques, pour les semi-conducteurs, pour l'intelligence artificielle, pour les centres de données. Et la Chine le sait parfaitement. Ce n'est pas la première fois qu'elle utilise cette stratégie. Elle l'a fait avec les terres rares. Elle l'a fait avec l'antimoine. Elle l'a fait avec le tungstène. Et maintenant, elle le fait avec l'argent. La différence, c'est que l'argent est aussi un métal monétaire. C'est une réserve de valeur depuis des millénaires. C'est la matière première des pièces de monnaie depuis l'Antiquité. Stop. Je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, les restrictions chinoises, le positionnement stratégique, la domination du raffinage, c'est ce que je peux montrer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 analyses que je ne montrerai pas ici. Premièrement, les données exactes des inventaires COMEX et LBMA des 90 derniers jours et leur trajectoire réelle. Deuxièmement, quelle banque centrale accumule de l'argent en ce moment et pourquoi cela change la donne. Troisièmement, le timing critique, où la pénurie physique pourrait forcer une réévaluation des prix papier. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. La recherche financière montre la profondeur complète. Plus Venezuela, dollar, banque centrale. Un accès, toutes les analyses, pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer les chiffres du déficit structurel. Depuis 2021, le marché mondial de l'argent est en déficit. Chaque année, la demande dépasse l'offre. En 2022, ce déficit a atteint un record de 272 millions d'onces. En 2025, selon le Silver Institute, le déficit était d'environ 95 millions d'onces. Et si on cumule tous ces déficits depuis 2021, on arrive à un chiffre stupéfiant, 820 millions d'onces. C'est presque l'équivalent d'une année entière de production minière mondiale. Ces onces manquantes ont été prélevées sur les stocks existants. Les réserves de Londres, les réserves de New York, les coffres des banques, et ces stocks ne sont pas infinis. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit, ou voulez-vous les données complètes? La recherche financière vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. L'argent, Venezuela, dollar et tout ce qui vient. Lien ci-dessous. Continuons. Ce mardi et mercredi, le comité de politique monétaire de la Fed se réunit. C'est la première réunion de 2026, et les marchés n'attendent aucune baisse des taux. Selon l'outil FedWatch du CME Group, il y a 97% de chances que la Fed maintienne ses taux entre 3,5 et 3,75%. Mais ce n'est pas la décision sur les taux qui fait trembler Wall Street. C'est ce qui se passe en coulisses. Le président Trump a annoncé qu'il pourrait nommer le successeur de Jerome Powell cette semaine.
Le mandat de Powell expire en mai, et les marchés s'attendent à ce que le nouveau président de la Fed soit plus favorable aux baisses de taux. Pendant ce temps, le département de la justice a ouvert une enquête sur Powell, une enquête liée à la rénovation des bâtiments de la Fed. Une enquête que Powell, lui-même, a qualifiée de prétexte pour affaiblir l'indépendance de la Banque centrale. Et la Cour suprême examine actuellement si Trump peut limoger la gouverneure Lisa Cook. Vous comprenez le tableau. L'indépendance de la Fed est sous pression comme jamais auparavant. Et quand l'indépendance de la Banque centrale est menacée, les investisseurs cherchent des refuges. L'or a franchi 5 000 $ l'once pour la première fois lundi. Il a atteint un nouveau record à 5 136 $. L'argent a suivi. Et il a fait quelque chose de spectaculaire. Il a grimpé de plus de 7% en une seule séance pour atteindre 117,69 $. Puis, il a reculé. Violemment. Ce recul violent après le record mérite qu'on s'y arrête. Parce qu'il révèle quelque chose d'important sur la structure du marché. Quand l'argent monte de 7% en quelques heures, ce n'est pas votre voisin qui achète des pièces. C'est du flux concentré, des ordres importants, des algorithmes qui chassent à les niveaux techniques, des dealers d'options qui couvrent leurs positions, et des traders qui poursuivent le mouvement parce que le graphique semble défier les lois de la physique. Puis, au sommet, la gravité reprend ses droits, la liquidité s'évapore, les acheteurs disparaissent, et le prix doit descendre pour trouver de la demande réelle. C'est ce qu'on appelle un vide de liquidité. Et c'est exactement ce qui s'est passé à 117 $. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ce type de mouvement n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de tension extrême dans le système. Le marché vient de prouver qu'il peut atteindre ces niveaux. La question maintenant est de savoir s'il veut y construire une base ou si c'était un pic isolé avant une correction profonde. Et pour répondre à cette question, il faut regarder au-delà des graphiques. Il faut regarder les fondamentaux. La demande industrielle d'argent n'a jamais été aussi diversifiée. Les panneaux solaires consomment des quantités croissantes d'argent. Chaque panneau photovoltaïque contient de la pâte d'argent pour conduire l'électricité. Les véhicules électriques utilisent un plus d'argent que les voitures traditionnelles. Les centres de données qui alimentent l'intelligence artificielle ont besoin d'argent pour leurs composants électroniques. Et la demande du secteur de la défense, bien que difficile à quantifier, est significative. L'industrie militaire consomme des quantités importantes d'argent pour ses applications technologiques. Missiles, systèmes de communication, équipements de vision nocturne. Tout cela nécessite de l'argent. Et voici le problème fondamental. L'offre ne peut pas suivre. Contrairement à l'or, l'argent est principalement un sous-produit. La plupart de l'argent mondial est extrait en même temps que le cuivre, le zinc ou le plomb. Cela signifie que même si le prix de l'argent double, les mineurs ne peuvent pas facilement augmenter la production. Leur économie est dictée par les métaux de base, pas par l'argent. Et les nouveaux projets miniers prennent entre 8 et 12 ans pour passer de la découverte à la production. C'est une inertie structurelle massive. L'offre est rigide, la demande est décroissante. Et maintenant, la Chine vient de fermer le robinet. C'est la combinaison parfaite pour une pression prolongée sur les prix. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire que l'argent va monter en ligne droite. Ce n'est jamais comme ça que les marchés fonctionnent. Et l'argent, en particulier, a une histoire de correction brutale après des mouvements paraboliques. En 2011, l'argent a atteint près de 50 $ l'once. Puis il a passé presque une décennie dans un marché baissier. Il a touché un plancher à moins de 12 $ en 2020. 9 ans de baisse. 9 ans de frustration pour ceux qui avaient acheté au sommet. Donc oui, l'argent peut être structurellement haussier et vous faire perdre de l'argent en même temps. C'est le paradoxe des marchés de matières premières. Le timing compte autant que la direction. Et le levier tue plus vite que les fondamentaux ne sauvent. C'est pourquoi je ne vous dis jamais quoi acheter ou quand acheter. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est de vous montrer ce qui se passe vraiment, de vous donner les données, les connexions, les patterns que les médias mainstream ne vous montrent pas. Et ce que je vois en ce moment, c'est un marché en transition. Un marché où les règles anciennes ne s'appliquent plus tout à fait. Un marché où la géopolitique devient aussi importante que l'offre et la demande. Regardez ce que la Chine fait avec l'argent. Ce n'est pas une décision économique isolée, c'est une stratégie de long terme. Pékin ne restreint pas les exportations parce qu'il s'inquiète de la spéculation. Pékin restreint les exportations parce qu'il a besoin de l'argent pour lui-même. Et parce qu'il a compris quelque chose que Washington n'a pas encore compris. La transition énergétique fonctionne avec des métaux. Et celui qui contrôle les métaux contrôle la transition. Si vous voulez construire l'avenir de l'énergie, vous devrez négocier avec Pékin. Peut-être que votre cargaison d'argent sera approuvée. Peut-être qu'il y aura des délais. Peut-être que le prix sera différent selon votre relation avec le gouvernement chinois. C'est le nouveau monde dans lequel nous entrons. Un monde où les matières premières stratégiques deviennent des armes économiques.
Et l'argent vient de rejoindre cette catégorie. Maintenant, parlons de ce que vous pouvez observer dans les prochains jours. Parce que cette semaine est critique. La décision de la Fed mercredi va donner le ton. Si Powell suggère que l'inflation reste préoccupante et que les taux resteront élevés plus longtemps, cela pourrait créer une pression à court terme sur les métaux précieux. Mais si les marchés perçoivent une menace réelle pour l'indépendance de la Fed, l'effet sera inverse. Les investisseurs fuiront vers les actifs refuges. L'or et l'argent bénéficieront de cette fuite. Surveillez aussi le dollar. L'indice du dollar a reculé vers les 97 cette semaine. Cette faiblesse donne de l'oxygène aux métaux précieux. Si le dollar rebondit après la Fed, les métaux pourraient être sous pression. Si le dollar reste faible, l'argent aura de la marge pour consolider et potentiellement retester ses sommets. Et surveiller le comportement des ETF. Selon Société Générale, les flux vers les ETF d'or et d'argent ont dominé l'action des prix depuis octobre. Si ces flux continuent, le mouvement a des jambes. Si les flux s'inversent, nous pourrions voir une correction significative. Bank of America a relevé son objectif de prix pour l'argent à 170 $. Citi a relevé ses prévisions à court terme à 150 $. Deutsche Bank et Société Générale prévoient l'or à 6 000 $ d'ici la fin de l'année. Ce sont des objectifs ambitieux. Mais ils reflètent un changement de paradigme dans la façon dont les grandes institutions voient les métaux précieux. Ce n'est plus seulement une couverture contre l'inflation, c'est une réponse à l'instabilité systémique, à la dette souveraine croissante, à la perte de confiance dans les monnaies fiduciaires, à la fragmentation géopolitique. Et c'est exactement le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. 36 000 milliards de dollars de dette publique américaine, 1 trillion de dollars de plus tous les 100 jours, plus d'1 trillion de dollars d'intérêts annuels sur cette dette, et une banque centrale dont l'indépendance est remise en question publiquement. Dans ce contexte, les métaux précieux ne sont pas une spéculation, ils sont une assurance contre les scénarios que personne ne veut envisager. Et l'argent, avec son double statut de métal industriel et monétaire, est particulièrement bien positionné. Il bénéficie de la demande industrielle structurelle, il bénéficie de la demande d'investissement en période d'incertitude, et il bénéficie de son ratio historiquement bas par rapport à l'or. Le ratio or-argent est actuellement autour de 45, c'est-à-dire qu'il faut environ 45 onces d'argent pour acheter une once d'or. Historiquement, ce ratio a souvent été plus bas. Certains analystes estiment que l'argent reste sous-évalué par rapport à l'or. Et quand l'argent rattrape son retard, il le fait avec violence. C'est ce que nous avons vu en 2025. L'argent a gagné 150%, l'or a gagné environ 40%, l'argent a surperformé de loin, et si ce mouvement de rattrapage continue, les niveaux actuels pourraient n'être que le début. Mais encore une fois, je ne fais pas de prédiction, je montre des données, je montre des patterns, je montre des connexions, et c'est à vous de décider ce que vous faites avec ces informations. Ce que je peux vous dire, c'est ceci. Le monde est en train de changer. Les règles qui ont gouverné les marchés pendant des décennies sont en train d'être réécrites. La Chine utilise les matières premières comme des armes économiques. Les banques centrales achètent de l'or à des niveaux records. L'indépendance des institutions monétaires est menacée. Et les déficits structurels dans les métaux critiques atteignent des niveaux historiques. Dans ce contexte, l'argent n'est plus seulement un métal. C'est un indicateur de stress dans le système financier mondial. Et cette semaine, cet indicateur vient de clignoter en rouge vif. La question est de savoir si vous regardez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie de ceux qui regardent, de ceux qui cherchent à comprendre au-delà des gros titres, de ceux qui savent que l'information est la première ligne de défense. Alors restez informés, restez vigilants, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses, parce que ce qui se passe avec l'argent aujourd'hui n'est que le début d'une histoire plus large, une histoire de réorganisation du système financier mondial, une histoire de transition énergétique, une histoire de rivalité géopolitique et une histoire de protection du patrimoine dans un monde incertain. On se retrouve demain, avec les derniers développements. Et comme toujours, faites vos propres recherches. Ce que je partage ici est à but éducatif et informatif uniquement. Ce n'est pas un conseil financier. Consultez un professionnel qualifié avant toute décision d'investissement.